La Bible des Estaminets s'apprête à sortir, un guide mis à jour qui recense les 200 meilleures adresses de la région. Bonjour Gilles Guillon. Bonjour Michel. Depuis plus de 20 ans, vous publiez donc tous les 2-3 ans ce guide avec une sélection qui vous est propre. Les Estaminets font partie du patrimoine culturel de notre belle région. D'abord, qu'est-ce qu'un estaminet ? Ah ça c'est l'éternelle question. Alors un estaminet flamand, c'est une auberge traditionnelle de la région. Alors avant on en trouvait essentiellement dans les Flandres, mais le nom estaminet était utilisé pour désigner tous les bistrots qu'il y avait dans la région. Je me souviens avoir feuilleté un guide Ravensaux, un annuaire Ravensaux d'avant 1900. Au chapitre Lille, il y avait une dizaine de pages d'estaminet. Donc c'était voilà. Le nom a changé depuis. Aujourd'hui, un estaminet, c'est avant tout un restaurant populaire avec une ambiance décontractée, un décor typique avec du houblon au plafond, plein de bibelots sur les murs. On y mange des plats traditionnels, la carbonade, le pot de Jovelèche, le Welsh, etc. Et puis on y boit de la bière et on y joue à des jeux traditionnels. Parfois, il y a de moins en moins de place malheureusement pour les jeux dans les estaminets contemporains. Et ces estaminets, ils avaient un petit peu disparu et dans les années 90, ils sont petit à petit redevenus à la mode. Alors c'est parti des Flandres, des alentours de Cassel, et maintenant vous en trouvez partout, même hors de la région. Vous avez anticipé plusieurs de mes questions. On peut développer. 200 estaminets sélectionnés tout de même, ça fait beaucoup. Comment est-ce que vous travaillez ? Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait quand je fais une mise à jour, je la fais pas du jour au lendemain. Je me dis pas allez ce mois-ci je fais la mise à jour des 200. C'est au fur et à mesure, au fil du temps, quand je me balade dans la région. En général quand je passe devant un estaminet, je m'arrête pour voir si ça a changé, ce qu'il y a de nouveau, etc. Je discute un petit peu avec les propriétaires et puis si j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, en général je m'arrête pour déjeuner. Voilà. Donc je les ai, depuis 20 ans, je les ai pratiquement tous testés. Alors avec le Covid, la période du confinement, il y a un moment j'ai perdu un peu le fil parce que on pouvait plus y aller. Donc quand ça a rouvert, il y en a des nouveaux qui ont rouvert. Et dans l'urgence, en fait, il y en a certains que j'ai pas testé moi-même, mais je travaille avec un réseau d'informateurs, des gens qui me donnent leurs adresses et qui me disent celui-là c'est bien, celui-là c'est pas bien, etc. etc. Justement, donc vous avez mis à jour les adresses, vous avez ajouté de nouveaux lieux, vous en avez supprimé ceux qui ont disparu. Est-ce qu'il y a beaucoup de turnover, est-ce qu'il y a beaucoup de mouvements chez les estaminets ? En fait, depuis 20 ans, je me rends compte que c'est un changement perpétuel. D'abord, il y a les changements classiques, c'est-à-dire la personne qui part à la retraite et qui cherche un successeur, donc un changement de propriétaire. Après, il y a les estaminets qui ferment, qui disparaissent complètement. C'est le cas beaucoup en Belgique, en fait, où quand quelqu'un décide d'arrêter, plutôt que de chercher un repreneur, en général, comme l'estaminet il est installé chez lui, on arrête l'exploitation, puis ça devient une maison d'habitation, etc. Ce qui fait qu'en Belgique, il y en a de moins en moins. En France, c'est différent parce que en général, sont comme des commerces. Donc, quand quelqu'un décide d'arrêter, il met son estaminet sur le marché. Puis, si quelqu'un est intéressé, il reprend. Donc, il y a beaucoup de changements de propriétaires continuellement. Il y a quelques fermetures dans le Nord-Pas-de-Calais chaque année. Et puis, il y a des gens qui se lancent, qui créent des créations ex nihilo, c'est-à-dire plutôt que de reprendre quelque chose d'existant, ils créent un estaminet à leur image. C'est un peu la concrétisation d'un vieux rêve. Qu'est-ce qui fait un bon estaminet aujourd'hui ? L'ambiance. L'ambiance, l'accueil, ça c'est important. C'est un endroit où on se sent bien parce que faut pas que ça soit un endroit guindé. Alors, quand je dis l'accueil, c'est souvent lié à la personnalité qui est derrière le bar, qui est au comptoir. Et souvent, je me rends compte que quand c'est le patron qui est au comptoir, en fait, il imprime une personnalité à l'endroit. Quand ce sont des employés ou des étudiants, parfois, comme on voit dans certains estaminets lillois, c'est c'est un peu plus impersonnel, en fait. Il n'y a pas de continuité. Mais sinon, vous avez des gens qui personnifient l'endroit qu'ils ont créé et qu'ils tiennent. Donc, il y a ça. Il y a la bière, bien sûr, parce que on y va pour boire de la bière. C'est logique, on est dans la région du houblon. Et puis,
c'est un ensemble, en fait. C'est un endroit où on se sent bien. Il y a 20 ans, en fait, quand j'ai démarré ce guide, on disait on va pas dans les estaminets pour la cuisine. C'est pas de la grande gastronomie. Ça a évolué. Maintenant, il y a des jeunes chefs qui se lancent et qui prennent un estaminet plutôt que de faire un restaurant traditionnel ou gastronomique. Vous avez évoqué la Belgique, les Flandres, on en trouve aussi un peu en Picardie. Est-ce qu'il y a des spécificités selon les territoires ? Oui et non. En fait, pendant un moment, il y avait ce que j'appelais moi les estaminiers, c'est-à-dire les estaminets du bassin minier. C'était des estaminets qui n'étaient pas des estaminets flamands, mais qui étaient des estaminets de la mine. Il y en a eu une demi-douzaine à une époque, et puis ils ont disparu les uns après les autres. Il en reste un qui s'appelle à la Fosse 7 à Avion, à côté de Lens, qui est encore dans l'esprit des estaminets du mineur, des estaminets de la mine. Mais sinon, les autres se ressemblent un petit peu tous. Bon, il y a des différences, mais c'est minime. Si vous êtes là, Gilles Guillon, c'est aussi parce que, je l'ai dit, ce guide va sortir, mais il n'est pas encore sorti. Pour cela, vous avez lancé une campagne, on appelait ça les précommandes avant. Aujourd'hui, ça se concrétise sur la plateforme Ulule. Il suffit de taper Bible des estaminets 2025 et on trouve... Voilà, sur ulule.com, la page Bible des estaminets 2025. On a lancé ça à la fin de la semaine dernière. Hein, c'est le tout début. Et donc, on a jusque fin février pour récolter 3 000 €. Donc, ça veut dire que il faut 300 exemplaires précommandés en fait pour atteindre cet objectif. Et l'argent qu'on aura trouvé grâce à ces précommandes permettra de payer une partie du premier tirage de l'imprimeur en fait. Notre slogan ici sur RCF, c'est la joie se partage. Au détour de vos rencontres, de vos trouvailles, qu'est-ce qui, selon vous, fait justement la joie de ces gens de la région ? C'est la convivialité, c'est le sens du contact en fait. Et moi je m'en rends compte. En fait, on s'en rend compte non pas quand on est dans la région, mais quand on quitte la région. Quand on va dans une autre région, on dit oh là, les gens ici ils sont un peu froids, etc., un peu distants. Mais non, c'est parce que nous ici on est habitués. Vous allez quelque part dans un endroit où vous connaissez personne, les gens vont venir vous parler naturellement et trouveront normal que vous leur parliez. J'ai travaillé pendant des années en Auvergne et je me souviens que à l'époque il y avait une chose qui m'avait marqué. Le matin, je descendais de chez moi, je m'arrêtais à la boulangerie pour acheter des croissants ou des pains au chocolat. Et je rentrais dans la boulangerie, je disais bonjour. Et personne me répondait. Les gens me regardaient et me dévisageaient de la tête aux pieds, mais il n'y en avait aucun qui répondait. Et j'en parle à mes collègues auvergnats, puis ils me disent tu les connais ces gens ? Je dis non, c'est les clients, mais bon, quand on rentre dans un magasin, chez moi, on dit bonjour. Oh non, chez nous, non. Quand on ne connaît pas, on ne dit pas. Voilà. C'est ce qui fait la spécificité. Ouais. Et vous, votre joie, si vous aviez une joie c'est toujours pareil, l'accueil, le sourire. Le sourire, la convivialité, c'est vraiment quelque chose d'important, en fait. Hein. Je crois que ça me manquerait si on m'adressait pas la parole quand je vais quelque part. Gilles Guillon est l'invité d'RCF, une interview à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France ou sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France. Il sort la Bible des estaminets dans quelques semaines, un guide mis à jour qui recense les 200 meilleures adresses de la région en matière, donc vous l'avez compris, d'estaminets. Vous êtes aussi éditeur. Alors, Vous êtes journaliste, amoureux du polar, spécialiste du sport automobile. Vous êtes éditeur ici, dans le Nord. Comment vont les éditeurs régionaux ? Oula, c'est difficile, hein. On est dans une période de crise, hein, c'est pas un secret. L'édition régionale vit une période compliquée depuis on va dire le confinement, depuis la crise sanitaire. En fait, a laissé pas mal de traces. Par quel mécanisme ? Tout simplement parce qu'en fait, pendant des mois, en fait, on n'a pas pu travailler, ou tout du moins on a travaillé au ralenti. Les librairies étaient fermées, et pour une fois, les libraires avaient du temps. Donc, ils pouvaient plus travailler, donc ils en ont profité pour faire le tri dans leur boutique. Ils ont envoyé plein de livres en disant ça c'est pas essentiel, je fais de la place. Et puis en fait, quand les librairies ont rouvert, les gros éditeurs en ont profité pour prendre toute la place, en fait. C'est-à-dire, ils ont continué à produire et encore plus, et à prendre tout l'espace, tous les rayonnages. Et les petits, notamment les régionaux, on a été
éjecter des librairies. Alors c'est particulièrement flagrant dans les librairies indépendantes qui n'ont pas... C'est étonnant parce qu'on pourrait se dire que justement les librairies indépendantes sont celles qui vous font de la place. Mais c'est pas les plus grandes en fait. Les librairies au Furet du Nord, il y a toujours de la place en fait. C'est le magasin de Lille, c'est un des plus grands magasins d'Europe. Donc ça va, il y a toujours de la place pour les livres sur la région, les éditeurs et les auteurs régionaux. Par contre, dans les petites librairies de quartier, ce qu'on appelle les librairies indépendantes, l'espace est compté. Et donc, souvent, on a une présence symbolique, c'est-à-dire qu'on est au fond du magasin, sur une étagère, il y a 2 ou 3 exemplaires, au cas où quelqu'un demanderait. Mais est-ce que ça veut dire aussi que les gens de la région lisent moins des livres de la région ? Non, ça n'a rien à voir. En fait, il y a toujours la clientèle. On continue à vendre des livres. Moi, depuis le Covid, j'ai développé, et je suis pas le seul, ce qu'on appelle des points de vente alternatifs. C'est-à-dire que le dernier livre que j'ai publié, qui est un beau livre de photos sur les plus beaux estaminets de la région, en fait, on a vendu, 80% des exemplaires ont été vendus ailleurs que dans des librairies. Et ça a été vendu dans des estaminets, ça a été vendu dans des offices de tourisme, dans des magasins de produits du terroir, etc., etc. C'est une tendance et je pense que les lecteurs sont en train de s'y habituer parce que régulièrement, il y a des gens qui me téléphonent en disant je suis intéressé par votre livre, où est-ce que je peux le trouver ? Et je leur demande dans quelle ville ils sont. Je dis, il y a une librairie près de chez vous, vous allez chez votre libraire. Ils me disent, ah bon ? Ils sont surpris. En fait, que pour eux, c'est rentrer dans les esprits le fait que on trouve plus les ouvrages des éditeurs régionaux, des auteurs régionaux dans les librairies. Et pour clore ce chapitre sur les éditeurs, est-ce qu'il y a une spécificité de la région, justement ? Alors, on est dans une région où il y a beaucoup de petits éditeurs. Il n'y a pas de grosses maisons structurées comme il peut y avoir en Bretagne ou ou en Alsace ou dans le Sud-Ouest. Ici, un éditeur, c'est souvent quelqu'un qui travaille tout seul, un indépendant, qui n'a pas c'est pas une véritable entreprise. Il n'y a pas d'employés, etc. C'est quelqu'un qui travaille tout seul et c'est souvent quelqu'un qui a une autre activité, c'est-à-dire qu'on fait de l'édition à temps partiel. Moi, je suis journaliste au départ, c'est ma principale activité professionnelle, et l'édition, c'est quelque chose que je fais en complément, en fait. À propos de journaliste, vous êtes journaliste aussi spécialiste de sport automobile. Je disais, quel est le rapport entre sport auto et les lieux où il fait bon vivre ? Alors, c'est un peu pareil. Voilà. Non, en fait, ce que je fais en édition, ce sont mes passions personnelles, en fait, c'est-à-dire les estaminets, je m'y intéresse depuis plus de 30 ans, parce que dans les années 90, j'avais créé un magazine qui s'appelait Pays du Nord, et dans ce magazine qui faisait la promotion du patrimoine et des traditions de la région, les estaminets, c'était un thème récurrent. On faisait des reportages, après on s'est mis à faire des dossiers, et après on s'est mis à faire des numéros spéciaux, et pour finir, on a fait un guide complet entièrement consacré au sujet. Donc ça, c'était un sujet qui m'intéressait. Le roman policier, c'est simplement parce que des romans policiers, j'en lis depuis 50 ans, enfin peut-être pas quand même, 45 ans. Et donc maintenant, là, j'ai été éditeur de romans policiers avec la collection Polar en Or, et maintenant je m'occupe du salon du polar de Templemar. Et puis le sport auto, c'était une autre de mes passions. J'ai été copilote. Aujourd'hui, je suis référent presse pour la Ligue des Hauts-de-France. Et puis je continue de travailler sur certaines épreuves. Voilà. Mais tout ça, c'est des choses c'est vraiment des choses personnelles. Revenons aux estaminets et à la Bible des estaminets. Est-ce qu'il y a des pépites ? Est-ce qu'il y a des lieux improbables ? Ah oui, des lieux improbables. Oui. Alors, il y en a un qui c'est un peu en contradiction avec ce que je vous ai dit au début de cet entretien, quand je disais qu'il faut qu'un estaminet ressemble à un estaminet. Là, j'ai un lieu improbable qui ressemble pas vraiment à un estaminet, mais qui est tellement improbable que je le mets quand même dans le guide. Ça s'appelle le Bar Bernard. C'est à Watou, en Belgique. C'est la brasserie Saint-Bernardus. Et au-dessus de la brasserie, enfin, le brasseur a fait construire des nouveaux bâtiments il y a quelques années, des bâtiments industriels. Et sur le toit, il a fait carrément un rooftop en pleine campagne. Et donc, il y a un bar-restaurant qui est... on domine les houblonnières tout autour, on voit les monts de Flandre, etc. Et bon, la décoration fait pas penser à un estaminet. Mais
c'est on y boit de la bière parce que c'était ça l'objectif de ce brasseur, d'installer un restaurant au-dessus de ses locaux. Mais ça, c'est à voir. Donc c'est dans la campagne du côté de Watou, pas très loin de la frontière française. Alors on l'a compris, il y a de la place pour l'innovation en termes de bâtiments, de lieux. Ouais. Mais est-ce qu'il y a de la place pour par exemple la cuisine nouvelle? Ah oui, tout à fait. Ouais. En fait, il y a alors. Je fais toujours un raccourci, on me dit à chaque fois, non, c'est pas tout à fait ça, mais si quand même. On est dans la région de Florent-Laden. Florent-Laden est le chef de file d'une nouvelle génération de cuisiniers, de jeunes chefs qui ont envie de travailler les produits régionaux, les produits naturels et de reprendre des plats traditionnels. Et ça se ressent dans les estaminets. Il y a toute une série d'estaminets qui ont vu le jour depuis une dizaine d'années, tenus par des jeunes, et où la cuisine est plus sophistiqué, meilleur que ce qu'on pouvait trouver il y a 20 ans. Il y a 20 ans, quand vous alliez dans un estaminet, vous aviez une carbonade, vous aviez du pot de gevelèche, vous aviez des planches de charcuterie et de fromage. C'était pas très élaboré. N'importe qui pouvait s'improviser chef et ouvrir un estaminet. Aujourd'hui, il y a vraiment des cuisiniers dans les cuisines. Pas partout, mais il y en a. À chaque fois, j'imagine que c'est un véritable défi de publier ce guide. Ça doit vous faire passer quelques nuits blanches. Pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans ce défi ? C'est une passion en fait. Moi je travaille sur ce qui m'intéresse, donc voilà. Et à l'époque, en fait, quand on a fait le tout premier, c'est parce qu'il y avait rien on n'avait pas d'outils pour chaque fois qu'on voulait aller dans un estaminet, il fallait chercher. Donc on notait les bonnes adresses. On disait tiens là il y a tel truc. On s'échangeait des tuyaux. Puis on s'est dit il faudrait faire un bouquin qui recense tout ça. C'est comme ça que c'est. Et c'était justement ma dernière question. Qui sont les destinataires ? Est-ce que c'est le touriste de passage ou est-ce qu'au contraire c'est l'habitant du coin ? Alors, c'est avant tout l'habitant du coin, et c'est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sont, je ne vais pas dire des seniors, mais on va dire des gens qui ont, plus de 40 ans, 40 et plus, parce que quand on a un peu plus de temps, qu'on s'intéresse un peu à la région autour de soi, on a envie de découvrir des endroits. Pour chaque estaminet, par exemple, on indique les circuits de randonnée qui passent devant l'établissement. On s'est rendu compte, en fait, que les randonneurs, ils aimaient bien, quand ils avaient fini leur trajet, aller boire une bonne bière et manger un morceau dans un endroit décontracté. Donc on a plus une clientèle âgée. On pourrait croire en fait que les estaminets sont avant tout fréquentés par les jeunes. Il y en a. Mais en général, les jeunes, ils connaissent 3 estaminets et ça leur suffit. Ils vont toujours dans les mêmes, alors que leurs parents ont envie d'en découvrir de nouveaux. Merci Gilles Guillon. Vous allez sortir la Bible des Estaminets, nouvelle version. Je rappelle, sur la plateforme Ulule, Bible des Estaminets 2025, un espace de crowdfunding. Merci beaucoup d'être passé dans ce studio. Merci.